Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Échecs et Pédagogie pour votre tactique du jour. Salut Romu. Salut Laurent, salut à tous. Donc aujourd'hui nous vous présentons une partie jouée il y a quelques jours à peine pendant le tournoi des arcs. Un entre guillemets petit tournoi qui a eu lieu sur un week-end, un tournoi de partie longue. Et c'est une partie jouée entre Samuel Blanchard avec les Blancs contre Hugues Benoît. Donc Samuel est l'un de mes élèves et il a obtenu cette position extrêmement tranchante dans laquelle il existe un chemin pour ne pas perdre, on va dire, avec les noirs. Donc on vous invite comme d'habitude à mettre en pause la vidéo et ensuite Romu vous expliquera comment Samuel aurait pu sauver de façon assez spectaculaire cette partie. Oui, tu as bien résumé la situation. Effectivement, la situation est tranchante. Alors pourquoi on dit ça? On voit que les deux rois sont relativement dénudés. Le roi noir est certes entouré par quelques pièces, mais il est quand même sous le feu de l'attaque, notamment de la dame et du fou de case noire en G5. Le roi blanc, lui, n'a plus personne devant lui. On voit que la colonne G est ouverte avec la tour en G8 postée aux avant-postes. La dame en E5 joue évidemment un rôle très actif aussi. Bref, c'est le fou en F5, bien sûr, rôde dangereusement. Donc, il y a danger. Et en plus, les Blancs ont sacrifié quand même du matériel, ils ont sacrifié une qualité pour cette position, et donc ils sont quand même dans une situation relativement délicate. Parce qu'on a parlé des deux rois, mais on peut quand même imaginer que le roi blanc est quand même plus en danger que le roi noir, qui, comme je l'ai dit, est quand même entouré par la tour G8, le cavalier C6 qui contrôle quelques cases, la dame E5 qui menace d'échanger les dames en F6. Donc le roi noir est certes déroqué et un peu exposé, mais quand même nettement moins que le roi blanc qui, lui, ne possède aucun défenseur. Donc les blancs sont en danger dans cette position, ils ont moins de matériel et ils ont un roi exposé, donc il faut aller vite. Donc qui dit vite dit essayer de trouver des coups qui forcent la réponse de l'adversaire, et donc comme d'habitude on regarde les échecs en premier, les prises et les menaces. Quelles sont les pièces qui peuvent nous permettre de faire des échecs, des prises ou des menaces? On voit que la dame en F6, on l'a dit, est placée de façon agressive et peut notamment faire un échec sur la case H6. C'est d'ailleurs le coup qui a été joué dans la partie, qui est malheureusement pour Samuel Blanchard un mauvais coup, mais on va le voir un peu plus tard. On pense à la tour D1 qui est bien placée aussi sur la colonne ouverte pour essayer de viser le roi et peut-être un jour la case D8. Le fou G5, bien évidemment, peut faire un échec sur H6 pour exploiter les cases noires affaiblies. Le fou B3 et le cavalier C3 sont un peu en retrait pour l'instant, mais sont prêts à intervenir si besoin à n'importe quel moment. Le fou en B3 tape sur le pion E6 et la case D5, et le cavalier C3 aussi contrôle cette case D5. On va voir peut-être que cette case peut servir à un moment donné. Donc on l'a dit, il y a urgence. Donc dans la partie, les blancs ont bien sûr compris qu'il fallait agir vite et ont choisi dame H6 échec. Mais malheureusement pour eux, les noirs ont joué bien sûr dame G7 pour parer l'échec. Et les noirs veulent évidemment échanger les dames pour calmer l'attaque et digérer leur matériel supplémentaire. Et donc les blancs ont refusé cet échange par dame H5. Et après tour H8, on sent que l'orage est passé, et c'est même pire que ça, c'est que l'attaque est complètement repoussée. Et après dame F3, maintenant, les noirs ont gagné la partie avec dame prend G5, profitant du clouage du pion en H4, et maintenant, avec une tour de plus, la partie est facilement gagnée, sans compter qu'ils sont certainement mat très, très rapidement sur la colonne H. Ouais, donc là, on sent bien une réaction typique de Zeinot. Pour ce que j'en sais, les deux joueurs n'avaient plus que quelques secondes à la pendule, donc ça s'est fini dans un blitz échevelé, on va dire. Mais une fois qu'on est calmement en train d'analyser pendant l'entraînement, on se rend compte qu'il y avait bien mieux à faire que
que le premier coup qui nous passe à l'esprit. Et du coup, tu vas pouvoir nous dévoiler alors quel était ce sauvetage, parce que ça a l'air d'être totalement foutu pour les blancs, hein, pour parler trivialement. Comme tu l'as dit, le roi blanc est plus exposé, les noirs ont du matériel d'avance et leurs pièces sont bien organisées en défense. Donc quel est ce sauvetage? Donc on va regarder l'autre échec, qui est fou H6 échec, qui est d'un côté assez logique, puisqu'on fait intervenir une pièce supplémentaire dans l'attaque. La dame en F6 est bien placée, on l'a bien compris, parce qu'elle est proche du roi noir. Et le fou, jusqu'à maintenant, était un peu en retrait. Et donc en jouant fou H6, on fait participer une pièce supplémentaire à l'attaque. Donc c'est forcément un coup intéressant. Donc là, ça force la réponse des noirs, qui est roi E8, bien sûr. Et le coup difficile, c'est le suivant. Et ce coup qu'il fallait avoir trouvé, c'est le coup fou D5. Alors quand même assez incroyable. On a une dame en prise, on a déjà une qualité de moins. Et non seulement on laisse notre dame en prise, mais en plus on ajoute encore une nouvelle pièce en prise, avec ce fou sur D5. Alors qu'est-ce qui se passe en fait? Oui, alors comment on peut penser à fou D5? Parce que souvent on vous explique que le raisonnement aux échecs est extrêmement important, et on essaye justement, c'est un des objectifs de notre chaîne, c'est aussi d'expliquer comment raisonner aux échecs. Comment on peut penser à un tel coup, puisque tu l'as dit, notre dame est en l'air. En jouant fou H6 échec, on a attiré le roi sur une case blanche. Et on voit que notre dame en F6 et le fou H6, évidemment, travaillent sur les cases noires. Donc, on a besoin de renforts pour se joindre à l'attaque et travailler sur les cases blanches. Donc, bien évidemment, on pense au fou de case blanche. Donc, fou D5, ça laisse certes la dame en prise, mais ça a le mérite d'attaquer le cavalier en C6, qui serait en plus capturé sur échec. Donc, bien sûr, la ligne principale, c'est de regarder que se passe-t-il sur dame prend F6, je vais y arriver. Donc, si les noirs capturent la dame, donc fou prend C6. Surprise de la dame, évidemment, on fait fou prend C6 échec, roi E7 forcé. Et là, en fait, on se rend compte que le roi noir est coincé. On voit l'action conjuguée des deux fous en H6 et en C6 qui contrôlent les cases, l'un les cases noires, l'autre les cases blanches. La dame en F6 et les pions F7 et E6 qui bloquent le roi en E7. Et donc maintenant, il suffit de faire tour des 7 échecs, forçant roi à E8. Le roi vient sur la diagonale du fou C6. Et là, il suffit de retirer la tour, donc tour D6. Ouais, sur la colonne D pour ne pas permettre roi D8 Exactement. Et ne pas permettre la fuite du roi adverse. Et donc, on va répéter les coups et obtenir la nulle. Et tour D7, et on arrive à se sauver comme ça. Quand même un perpétuel extrêmement original, on va dire. Hein. Ouais, très très joli. Alors, regardons quand même si les noirs ne sont pas coopératifs et ne prennent pas cette dame. Est-ce qu'il existe d'autres options? Alors, on comprend bien que si on ne prend pas la dame, on a malgré tout le cavalier C6 en prise, donc il faut réagir quand même à cette menace. Et le second coup auquel on a le droit de penser, c'est pion prend D5, tout simplement. Oui, effectivement, on met un fou en prise, il faut regarder quand même ce qui se passe sur la prise. Et quel est le changement intervenu après pion prend D5? La 6e rangée s'est ouverte pour la dame notamment, qui maintenant peut capturer le cavalier en C6. Donc, avec échec. Donc là, on sent que le vent est en train de tourner. Sur roi D8, tour prend D5 va mettre fin à la partie immédiatement. On va gagner la dame, ouais, exact. Sur roi E7, ça va être plutôt cavalier prend D5, probablement. Ouais. Avec le même type d'attaque, peut-être même. Tout le monde participe à l'attaque, là, on sent que la fin est proche. Et le dernier coup légal, c'est fou D7, après lequel on se doute que ça va mal se finir pour les noirs aussi. Oui, on va ramasser déjà la tour en A8, ça peut pas faire de mal sur échec. Et cavalier prend D5, histoire de faire participer tout le monde à la fête. Roi E6 à peu près forcé, dame prend A6. Donc là, tout se passe comme dans un rêve pour les blancs. Hein, chaque coup, c'est un échec, on ramasse quelque chose au passage. Enfin, c'est l'escalade. Cavalier E3, échec. Donc, roi E4, dame B7, échec. Voilà, on va avoir un mat qui va survenir très, très prochainement. Alors évidemment, ça, ce sont les coups les plus directs et les coups les plus forcés, mais il doit exister d'autres façons de gagner.
De toute façon, à partir du moment où on a récupéré le cavalier sur C6, puis la tour sur A8, on a inversé le rapport matériel, on est toujours en attaque, donc là on est simplement complètement gagnant. Donc si on accepte la dame, il y a un perpétuel, si on accepte le fou, on se fait mater rapidement. Alors on pourrait penser à une autre façon de jouer qui serait de défendre les pièces attaquées, donc notamment le cavalier sur C6. Est-ce qu'on peut envisager tour C8 ? Alors, tour C8, on peut l'envisager, mais on va vite être dissuadé de jouer ce coup, puisqu'après fou prend C6. En fait, le cavalier en C6, il faut comprendre qu'il défend la dame 5, et il défend aussi la case D8, qui est dans le viseur de la dame F6 et de la tour D1. Et donc après fou prend C6, on élimine le défenseur de la case D8 et de la dame, échec, et sur tour prend C6, on ferait tour D8, mat. Ouais, et s'il n'y avait pas mat, on aurait pu même prendre la dame, mais bon, évidemment, si on fait mat, on ne va pas s'en priver. Donc il existe une dernière ressource défensive, mais qu'on ne va surtout pas conseiller aux noirs dans cette position. Les noirs vraiment doivent accepter le perpétuel, c'est pour eux la meilleure option. Donc la seule façon de continuer sans perdre immédiatement, mais qu'on ne conseille pas quand même, c'est de jouer dame C7. Alors sur dame C7, les blancs tout simplement vont retrouver énormément d'attaques grâce au coup fou F4. On cherche à dévier la dame, qui bien sûr ne peut pas prendre le fou F4 à cause de fou prend C6. Et après un coup par exemple comme dame C8, les blancs vont se contenter du coup fou E4. Leur espoir c'est d'ouvrir le passage vers le roi noir pour leur cavalier. Et ici les blancs ont de très très bonnes chances de gain, ils sont probablement mieux. On pourrait d'ailleurs aussi citer le pion H qui peut participer à la fête aussi. Les pièces noires sont très passives et ici très clairement en pratique pour un humain ce serait impossible de tenir la position des noirs. Ouais, non, ça a l'air injouable. On menace aussi fou prend F5 avec l'ouverture de la colonne E pour la tour. Tu l'as dit, si fou prend E4, le cavalier arrive et il y a la case D6. Il y a de quoi avoir mal à la tête quand on s'assoit du côté des noirs. Et honnêtement, en pratique, c'est juste injouable. Ouais, donc très clairement, si Samuel Blanchard avec les blancs avait trouvé ce coup fou D5, alors on n'est pas en train de le lui reprocher, parce que c'est quand même un coup assez incroyable, surtout avec quelques secondes à la pendule. On a tous fait ce genre d'expérience désagréable. On joue, on n'a pas le temps de calculer, on a le cerveau en bouillie, on va dire. On est juste sur des réflexes qui en général ne sont pas les bons, mais en tout cas, s'il avait trouvé fou D5, il aurait fallu que son adversaire se contente de l'annul par donc un échec perpétuel après dame prend F6, fou prend C6 et tour D7 échec. Donc ce que nous apprend cette tactique finalement, Romu, c'est que il faut être sur ses gardes jusqu'à la fin, parce que les noirs peut-être n'ont pas été suffisamment précis dans leur défense. Ils étaient peut-être gagnants avant, mais ils n'ont pas anticipé ce coup fou D5. Donc il y a toujours des ressources présentes sur l'échiquier, surtout dans les positions tranchantes. Et ça nous apprend aussi qu'il est extrêmement important d'analyser ces parties. Oui, alors l'analyse des parties, ça c'est effectivement quelque chose de fondamental. Quand on veut progresser, il faut apprendre de ses erreurs et on en fait inévitablement dès que l'on joue des parties. Et donc c'est absolument obligatoire pour quiconque qui souhaite progresser d'analyser ses parties de façon à s'apercevoir des défauts que l'on peut avoir, des erreurs que l'on a commises, de mettre le doigt sur ce qui ne va pas forcément dans notre jeu, et pour ensuite essayer évidemment de corriger et de s'améliorer pour les parties futures. Donc ça, c'est c'est un conseil qu'on peut vous donner et que je pense que vous avez intérêt à suivre si vous souhaitez progresser, même si, par expérience, peu de nos élèves aiment faire ça et le font naturellement, mais c'est vraiment quelque chose qu'on vous conseille de faire. Exactement. Sinon, j'ai envie de dire, j'en espère que cette vidéo vous aura plu et que vous l'aurez trouvée intéressante. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter. Pensez à nous faire vos retours à chaque fois. Chaque jour, c'est toujours plaisant de recevoir plusieurs messages de votre part en nous suggérant des choses ou en nous montrant vos variantes que vous avez envisagées. C'est toujours sympa de vous répondre.
Et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et on vous dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir. À bientôt.